Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, Il était une fois, Action d'Amiens. Action d'Amiens, vous connaissez probablement cette ONG au logo célèbre, mi-cœur, mi-papillon. Une ONG qui soigne à travers le monde des personnes atteintes de la lèpre et de la tuberculose dans une quinzaine de pays. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que depuis quelques années, Action d'Amiens recrute une petite partie de ses ambassadeurs dans les écoles de Belgique. Aujourd'hui, Action d'Amiens au Bangladesh, voici le sommaire. Trois reportages avec en filigrane l'histoire de trois ados qui découvrent un pays où la réalité leur saute littéralement au visage. Premier sujet, la lèpre, un combat qui semblait d'une autre époque et qui tout à coup devient réalité. Le second, la tuberculose, la maladie la plus meurtrière du monde. Et puis un petit vent d'espoir avec des perspectives de réinsertion. Notre séquence au cœur des pierres nous emmène à Lessines, à l'hôpital Notre-Dame à la Rose. Et pour terminer, Thomas Gergely dans les racines juives de la foi chrétienne. Géraldine Binard, Marion Laloux, Bernadette Momans, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Bernadette Momans, vous êtes professeure à l'Athénée Royal de Rochefort. Oui. Marion Laloux, vous êtes élève, vous, à l'école Notre-Dame du Sacré-Cœur de Borin. Et vous êtes en fait responsable de francophone du réseau, je pense, d'Action d'Amiens. Oui, tout à fait. Alors Corinne, pour entrer dans cette thématique, que nous proposez-vous? Eh bien, un de nos journalistes, Pierre Granier, a accompagné des professeurs et 3 élèves du secondaire choisis par leur école et par Action d'Amiens à aller voir le travail mené par l'ONG sur place. En novembre, c'était au Bangladesh, un pays pauvre et surpeuplé et où la lèpre que certains pensaient avoir disparu existe encore, mais attention aux âmes sensibles. En novembre dernier, Sophie, Marion et Tim, 3 jeunes élèves en 5e humanité, se sont envolés pour le Bangladesh dans le cadre de l'opération Triangle d'Action d'Amiens. En moins de 24 heures, ils sont ainsi passés de la quiétude de leur campagne wallonne à la circulation anarchique de Dhaka, la capitale de ce pays le plus densément peuplé au monde, avec plus de 1100 habitants au kilomètre carré. Dhaka, avec ses 300 000 rickshaws, et son bidonville installé le long des voies ferrées. Le choc ne sera pas seulement culturel pour nos jeunes Belges. Ils savent d'ailleurs qu'ils ne sont pas venus faire du tourisme, mais qu'ils sont en mission pour une bonne cause, celle que défend Action d'Amiens, qui lutte depuis 1964 contre la lèpre et défie la tuberculose depuis le milieu des années 90. Lors des 6 jours qu'ils passeront sur place, élèves et professeurs visiteront les 3 hôpitaux d'Action d'Amiens, où sont soignés les cas les plus graves, mais également l'une des 135 permanences que l'ONG a installées dans les centres hospitaliers publics. C'est à l'hôpital de Jachaltra que la lèpre est devenue une réalité pour les jeunes adolescents. Et pour eux, les images sont assez difficiles à soutenir. C'est impressionnant? Impressionnant, oui, parce que on croit qu'ils sentent quand même et finalement ils sont insensibles. Donc on s'imagine la douleur et finalement eux ils ne la ressentent pas. La lèpre est le combat historique de l'association belge qui puise ses origines dans l'histoire du père Damien, canonisé en 2009. Cette maladie semble d'une autre époque pour nous, mais elle continue hélas à faire des ravages sous d'autres latitudes. À Mymensingh, les élèves assisteront aux soins sur une patiente dont la jambe est complètement dévorée par la maladie. So maybe need this feet amputation, finally amputation. Depuis qu'elle s'est installée au Bangladesh en 1972, Action d'Amiens a détecté et traité près de 20 000 lépreux. Et grâce à son travail, le nombre de nouveaux cas de lèpre ne cesse de diminuer. Aujourd'hui, l'éradication de cette terrible maladie n'a jamais été aussi proche. Alors Bernadette et Marion, connaissiez-vous en fait l'Action d'Amiens avant de partir au Bangladesh? Oui. Bernadette? Oui, je la connaissais depuis mon enfance. Par le biais de l'école, on était, c'est vrai, impliqués d'une manière ou d'une autre dans la vente de pochettes. Marion, et vous? On en avait parlé à l'école parce qu'on avait eu la vente de marqueurs aussi, mais sinon je ne m'étais pas plus intéressée que ça à l'Action d'Amiens. Alors en arrivant au Bangladesh, qu'est-ce que vous avez découvert? On a découvert le vacarme, on a découvert un afflux de population, principalement. C'était nos premières impressions.
pour vous, Marion? Oui, je crois qu'en sortant de l'aéroport, on a tout de suite eu la circulation et la pollution et le bruit surtout, parce que tous les bruits de klaxons, c'est fort impressionnant. Comment est-ce qu'on se prépare en fait à un tel voyage? Mais je pense que Action d'Amiens a quand même beaucoup d'expérience dans le métier et donc ils nous ont informés, on a été à Bruxelles, ils nous ont informés, Action d'Amiens nous a informés pendant une journée, on a rencontré les responsables, on a rencontré le médecin, on a rencontré les responsables communication, etc. qui nous ont vraiment préparés très bien, correctement à ce voyage, à cette expérience. Alors ça c'est la préparation qui est proposée par Action d'Amiens, mais personnellement, intérieurement, comment est-ce que vous vous êtes préparé, Marion, à vivre une expérience comme celle-là? Oh, je crois que quand on m'a proposé de partir, j'ai pas hésité, j'ai pas beaucoup réfléchi. C'est quand j'ai été sélectionnée que vraiment là je me suis intéressée. J'ai regardé plusieurs films et les images. Alors là, on se rend compte qu'on va partir dans un pays pauvre et c'est là qu'on se rend compte vraiment d'où on va aller. Alors, quand, d'après vous, la lèpre sera-t-elle éradiquée au Bangladesh? C'est une question très difficile parce qu'on découvre tous les jours de nouveaux cas. Et donc, parfois, on se dit, ah, il y en a un peu moins, mais finalement, on découvre à chaque fois des nouveaux cas. Donc, c'est une question à laquelle on ne peut pas encore répondre. Alors, est-ce que l'on peut guérir de cette maladie? Et si oui, en combien de temps? Oui, quelqu'un qui est sous traitement, après 1 an, peut être guéri. Le problème, ce sont les séquelles qui restent. Donc, c'est une maladie qui atteint les nerfs. Et une fois que les nerfs sont atteints, souvent, c'est définitif. Donc, ces personnes doivent être soignées à vie, doivent vérifier leurs plaies pour le reste de leur vie. Quels sentiments vous ont traversé, Bernadette et Marion, quand vous avez rencontré ces premières personnes atteintes de la lèpre? Il y a plein de sentiments qui sont partagés. D'abord, je veux dire du courage de ces personnes qui vivent dans des difficultés sanitaires principalement. Donc le courage principalement. Et puis aussi vraiment du respect vis-à-vis de ces personnes qui luttent au quotidien. Et vous, Marion? Oui, comme Bernadette l'a dit, le courage. Et puis pour les lépreux, c'est surtout dur à accepter l'insensibilité de ces personnes. Parce que nous, on imagine la douleur qu'ils ont, les mutilations sont importantes. Et finalement, eux ne ressentent aucune douleur. Donc ça, c'est dur à accepter pour nous. Et comme jeune fille, de voir comme ça ces plaies, etc., c'est quand même pas un moment évident de voir cette réalité-là. Non, on a eu des moments difficiles, c'est sûr. Et puis, mais bon, comme on l'a dit, on était bien préparés, on a vu des images. Et je trouve que c'est bien de voir des malades comme ça parce qu'on se rend compte qu'on a de la chance ici d'avoir des hôpitaux performants. Mais vous aviez quand même l'occasion, je suppose, de pouvoir en reparler entre vous, de ce que vous viviez la journée, des moments difficiles. Il y avait... Oui. C'est vrai qu'après la journée d'intensité, eh bien, c'est vrai qu'on faisait notre petit débriefing tous ensemble. L'équipe était soudée et on faisait notre petit récapitulatif de la journée pour pouvoir partager toutes ces émotions. Et s'il fallait se soutenir, eh bien, on se soutenait sans problème. Alors, d'après les chiffres de l'OMS, 219 075 nouveaux cas de lèpre ont été déclarés en 2011, un chiffre en baisse de 4% par rapport à 2010. Et en chute de 46% par rapport à 2004. Alors, Action d'Amiens, vous êtes plutôt optimiste par rapport à cette réalité? On reste optimiste, mais aussi il ne faut pas qu'on soit trop vite optimiste. C'est un peu ça le souci. Pendant quelques années, la lutte contre la lèpre a été un peu diminuée et de nouveaux cas sont apparus. On pensait que le combat était gagné, mais finalement, avec l'apparition de nouveaux cas, on s'est rendu compte qu'on doit encore être présent sur le terrain jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun nouveau malade. Et ça prend du temps. Et comment est-ce qu'Action d'Amiens va assurer le suivi de ces projets sur place? Donc ici, on travaille avec du personnel local qui travaille pour Action d'Amiens. Donc ça, on contrôle tout. Ça, vraiment, c'est du personnel d'Action d'Amiens qui soigne les malades, qui traite, qui dépiste. Donc, vous savez plus ou moins combien de personnes ça fait comme ça au Bangladesh? Plusieurs centaines. Plusieurs centaines de personnes quand même que vous soutenez dans ce travail-là. Alors peut-être parler de l'opération d'Amiens. Comment est-ce qu'elle se vit en Belgique? L'opération d'Amiens, c'est surtout la vente des bics qui a lieu ce week-end. Donc que tous les spectateurs réservent un très bon accueil aux vendeurs de bics dans les magasins un peu partout. Donc c'est vraiment ça. Sinon, on organise des activités toute l'année pour récolter des fonds. Alors peut-être, Corinne, nous pouvons passer à un second reportage? Mais tout à fait. Philippe, est-ce que vous savez que chaque année, 8 à 10 millions de personnes développent dans le monde la tuberculose et que 2 millions en meurent? C'est une maladie très contagieuse et qui frappe les personnes les plus faibles. Le Bangladesh est particulièrement touché. Si la lèpre n'est désormais plus un problème de santé publique au Bangladesh, la tuberculose l'est malheureusement devenue.
Sa progression semble stoppée, mais le pays Bengale est au 6e rang des pays les plus touchés par cette maladie infectieuse, la plus meurtrière du monde. Y a-t-il dès lors un danger pour nos jeunes visiteurs d'être à leur tour contaminés? Moi, j'ai déjà inhalé une bactérie de la tuberculose. Peut-être vous allez en inhaler une cette semaine, mais il n'y a presque pas de chance, peu de risque. Mais en tout cas, la chance qu'on va développer la maladie est très, très petite, parce que normalement, on est assez fort pour éliminer la bactérie. Hein. Cette jeune fille s'appelle Amena Begum. Elle dit avoir 18 ans, on lui en donne plutôt 14. Elle souffre d'une tuberculose résistante et le médecin est optimiste sur sa guérison. Amena pourrait être un symbole des conditions de vie de la jeunesse bangladaise. Elle travaillait dans une usine de textile à raison de 14 heures par jour, 7 jours sur 7, pour un salaire de 60 €. Cette cadence de travail ayant affaibli son organisme, la bactérie a pu s'y développer. Pour améliorer ses activités de lutte contre ces infections, qu'il s'agisse de lèpre ou de tuberculose, l'ONG dispose de tout un réseau d'anciens malades. Mais pour sensibiliser les habitants des endroits les plus reculés du pays, l'association a parfois recours à une technique de communication bien particulière, les chanteurs de rue. Seuls les cas les plus graves sont soignés dans les hôpitaux d'Action d'Amiens. La très grande majorité des malades restent chez eux. Des auxiliaires de campagne chargés de dépister la tuberculose veillent alors à ce que le traitement administré soit bien mené jusqu'à son terme, selon la stratégie DOTS. L'abandonner en cours de route, parce que l'on se sent mieux, expose en effet à de graves risques de voir apparaître des bacilles résistants aux antibiotiques. Ce problème de résistance est d'ailleurs au cœur des recherches menées par Action d'Amiens. Dans son laboratoire de Netracona, elle a mis au point une base liquide sur laquelle le bacille de Koch se développe plus rapidement. Cela a permis par la suite de développer en 9 mois, au lieu de 24, de nouveaux traitements. Grâce à ces avancées et une vision à long terme de sa mission, Action d'Amiens parvient aujourd'hui à guérir 85 à 90% des patients tuberculeux. Mais le combat sera encore long. Quel lien existe-t-il en fait entre la lèpre et la tuberculose? Donc c'est un bacille, ce n'est pas le même, mais il y a évidemment des ressemblances. Donc c'est pour ça qu'Action d'Amiens s'est aussi intéressée à la tuberculose. Oui, en fait, pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas simplement focalisé sur la lèpre et que vous avez tout d'un coup choisi d'étendre votre action également sur la tuberculose? Parce qu'effectivement, donc, on s'est occupé des lépreux au début, mais on a remarqué qu'il y avait aussi la tuberculose. Et donc, c'est comme c'est un problème qui est une maladie assez importante, on s'est penché naturellement aussi sur la tuberculose. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez rencontré cette Amena Begum dont on a vu dans le reportage, cette personne-là? Qu'est-ce que vous avez ressenti dans cette rencontre, Marion? Moi, personnellement, elle était plus ou moins de notre âge. Donc, tout de suite, on s'imagine dans la situation. Et puis, c'était la première tuberculose qu'on voyait. Donc c'est toujours choquant. Qu'est-ce qui est choquant? Qu'est-ce qui est choquant de voir quelqu'un qui a la tuberculose pour vous? C'est sa maigreur, surtout. Elle ne pesait plus que 33 kilos, je crois. Donc, c'est surtout ça qui nous frappe. Bernadette. Oui, sa maigreur d'une part et puis sa faiblesse. C'est une fille qui n'avait plus, une jeune fille qui n'avait plus de ressources suffisantes uniquement pour sourire. Et ça, c'était merveilleux de la voir sourire malgré tout, malgré la lutte qu'elle avait contre la tuberculose. Est-ce que ce voyage a été éprouvant pour vous, dans ce que vous avez pu découvrir? Éprouvant peut-être, oui, mais surtout merveilleux, je trouve, au niveau de l'expérience. On a surtout bien combiné les moments difficiles et les moments agréables parce qu'on s'est quand même rendu dans des petites écoles et tout ça, donc il y avait quand même du plaisir et puis voir tous ces gens sourire, c'était quand même un bonheur au quotidien. Le fait de voir cette campagne-là qui passe par la musique, c'était pas un étonnement? Non, on nous avait dit que ces personnes-là avaient, comme ça, faisaient un périple régulier pour essayer justement de divertir et de donner des messages aussi à travers leur musique. Ils ont un intérêt à passer différents témoignages. Alors, j'ai envie de vous poser la question peut-être un peu simple, mais qu'est-ce qui vous a le plus marqué à chacune d'entre vous, puisque toutes les trois vous étiez au Bangladesh il y a quelques semaines? Oui, que vous voulez, Bernadette. Oui, n'importe. Une générosité naturelle, principalement, oui. Marion. Surtout le sourire des gens dans la rue, même s'ils sont dans le malheur, ils restent heureux. Et moi, je dirais comme Marion, le sourire des gens. On arrive vers eux, ils se rendent compte qu'on est étranger, et directement, on voit le sourire, et c'est merveilleux, ça donne chaud au cœur.
Alors, est-ce que vous disposez de centres de recherche sur place pour justement contrer la lèpre et la tuberculose? Donc on a effectivement un centre de recherche, donc un laboratoire pour tout ce qui est tuberculose multirésistante, parce qu'on a de plus en plus ce problème que les antibiotiques classiques ne sont plus efficaces contre certaines formes de la tuberculose. Et donc ici, on a un laboratoire de recherche pour développer de nouveaux médicaments. Suite aux images que nous avons vues, on peut avoir le sentiment que la lèpre et la tuberculose sont en fait des maladies plutôt liées à la pauvreté, à la précarité. Est-ce que c'est simplement parce que je suis influencé par les images ou bien c'est une réalité? C'est une réalité. Donc effectivement, on attrape la tuberculose et la lèpre quand on vit dans des conditions d'hygiène qui sont assez limitées, voire qu'il n'y en a pas du tout. Et donc c'est aussi un affaiblissement. Les gens qui sont assez pauvres dans ces pays-là n'ont pas suffisamment à manger et donc ils attrapent plus facilement la maladie. Alors finalement, c'est un peu impertinent, est-ce qu'il ne vaut pas mieux, plutôt que de travailler d'abord sur la lèpre et la tuberculose, travailler sur ce qui est à la source même, c'est-à-dire combattre cette pauvreté? Ben, on essaye aussi, mais en même temps, quand on a un malade, il faut qu'on le guérisse. On ne peut pas lui dire d'abord te nourrir et puis te guérir. Un malade est contagieux, notamment pour la tuberculose, donc il faut qu'on le guérisse. Ça, c'est vraiment la priorité. Alors, ces personnes malades qui dépendent donc de la Fondation Damien au Bangladesh, quelque part, comment ressentent-ils la crise qui est vécue ici en Europe? Est-ce que Action Damien là-bas s'inquiète de la manière dont ça va se vivre ici? Je vois que vous opinez là. Oui, effectivement, dans les hôpitaux dans lesquels on a été, on est toujours très bien accueillis. Et c'est vrai que j'ai toujours ça en mémoire. Bienvenue et continuez en Belgique. On apprend qu'en Europe et partout dans le monde, c'est difficile. Mais si vous n'êtes plus là, nous, on n'existe plus. Et c'est vrai qu'eux aussi ont peur quand ils entendent parler de la crise. S'il n'y a plus la Belgique, s'il n'y a plus Action Damien qui vient leur amener des moyens, eux, ils peuvent fermer les portes des hôpitaux et les malades sont dehors. Donc, il y a ce petit stress. Et comment est-ce que vous arrivez à les rassurer alors par rapport à cela? On les rassure en disant qu'on vend toujours bien les bics, etc. et qu'on motive toujours autant les bénévoles ici en Belgique pour la vente. Alors, Action Damien ne fait pas que cela, Corinne? Eh bien non, comme nous venons de le dire, pour Action Damien, il n'y a pas que des malades, il y a aussi des hommes derrière ces malades, et il s'agit de bâtir leur futur et de les aider à se réinsérer au sein de la société. Et vous allez voir tout de suite comment. Au-delà de son action sanitaire, Action Damien attache aussi une grande importance à l'homme derrière le malade. Elle donne donc parfois des coups de pouce en matière de réinsertion sociale. Ce fut le cas pour Roxana. Soignée par Action Damien pour une tuberculose, l'ONG belge a aussi vu en elle un bout de femme au caractère bien déterminé. Elle a donc décidé de lui accorder une aide financière directe que la jeune Bangladaise a complétée d'un microcrédit afin d'ouvrir un magasin de vêtements. Et les affaires vont plutôt bien pour cette jeune maman qui pense déjà déménager pour un local plus grand. Action Damien a ainsi aidé une quarantaine d'anciens malades à se réinsérer socialement, comme ce jeune épicier, victime de la lèpre. Certes, la pérennité de ces petites entreprises n'est pas toujours au rendez-vous. La grande pauvreté initiale et l'analphabétisme de beaucoup sont autant de facteurs difficiles à surmonter pour mener à bien une activité économique. Mais ces microcrédits initiés par Action Damien affichent tout de même un taux de 70% de réussite, ce qui reste exemplaire, en particulier pour les lépreux. Le succès de leurs affaires est le signe le plus tangible qu'ils ne sont pas stigmatisés ni rejetés par leur communauté. Voilà, un dernier tour en bateau sur la Turga et le séjour s'achève. Le programme fut particulièrement dense, mais ô combien enrichissant, avec parfois des moments d'émotion intenses. Si les jeunes ont été confrontés quotidiennement à la misère et à la souffrance, il y eut aussi beaucoup de sourires, notamment lors de la visite d'une école primaire ou d'un village mandi, une minorité chrétienne, dans lequel ils furent accueillis comme des rois. Il reste à Sophie, Tim et Marion à faire partager leur expérience avec le plus de gens possible. Les voici désormais porte-parole d'Action Damien. Ces microcrédits, Géraldine, est-ce que c'est simplement de l'argent que vous donnez ou bien est-ce que vous accompagnez ces personnes? Comment ça se passe? C'est un accompagnement, c'est un tout. Une fois que la personne est guérie, on voit ce qu'elle veut faire, ce qu'elle peut, ce qu'elle a envie de faire. Et donc on lui donne de l'argent et on la suit bien sûr. On ne donne pas une somme et que ça va dans la nature, on veut vraiment un suivi. Alors Bernadette, comment vous qui avez vu ça sur place, que pensez-vous de cette manière d'accompagner par le microcrédit? Moi je trouve que
Les microcrédits, c'est vraiment un suivi de la maladie, c'est vraiment insérer socialement les personnes qui le font. Enfin, nous, on a vu des exemples de personnes très sérieuses et je pense qu'elles le sont toutes parce qu'elles sont choisies d'une part et qu'il y a un suivi qui est engagé. Donc, le sérieux existe et donc les microcrédits, c'est vraiment une réussite pour eux. Et donc ça, c'est quelque chose que vous continuez de poursuivre à l'avenir chez Action d'Amiens. Oui, oui, c'est très important parce que la lèpre et la tuberculose sont des maladies qui détruisent socialement les gens. Donc notamment Roxana qu'on voit, quand elle est tombée malade, elle était mariée. Première chose que son mari a fait, c'est la rejeter. Donc elle s'est retrouvée sans rien, malade. Donc une fois qu'ils sont guéris, ils se retrouvent de nouveau à la rue. Donc c'est important pour eux de se reconstruire socialement. Maintenant, quand on la voit, elle a reconstruit sa maison, elle a un beau magasin, elle s'est remariée. Enfin, pour elle, tout sourit. Et c'est vrai que juste la guérir, ça n'aurait pas suffi. Il faut parfois un petit plus pour qu'ils puissent vivre normalement et décemment. Alors, ce voyage, vous l'avez fait il y a maintenant 3 mois. De quelle manière est-ce que cela a changé votre vie, Marion? Si ça a changé votre vie. Je crois que dans la vie quotidienne, ça n'a pas réellement changé parce qu'il faut profiter de notre confort. On s'est rendu compte qu'on avait du confort ici, qu'on vivait dans un pays riche. Et donc il faut en profiter. Mais ma vision vers la pauvreté et ma vision vers ces gens-là a changé dans la façon que je suis beaucoup plus tolérante. Et ça me touche vraiment maintenant. Quand on parle de pauvreté, si je vois quelqu'un pauvre, ça va vraiment me toucher. Bernadette. Moi, je suis encore plus attentive à la différence, me semble-t-il. Voilà. C'est-à-dire? Eh bien, à la pauvreté d'une part, à la différence sociale et le confort que l'on vit au quotidien. C'est vrai que, comme dit Marion, on vit dedans, donc on peut en profiter aussi, mais en ayant ce recul, cette hauteur par rapport à la différence. Alors, vous avez eu la chance toutes les deux d'être choisies pour aller voir le projet sur place. Qu'est-ce que la Fondation d'Amiens attend d'elle maintenant? D'être de très bons ambassadeurs, et je pense que là, elles le sont déjà, donc de témoigner, comme par exemple ici, de motiver, d'en parler autour d'elles, dans les écoles, pour faire rayonner l'Action d'Amiens un peu partout. Et comment est-ce que vous allez le vivre concrètement, ça? Parce que ça, c'est... Voilà, vous êtes ambassadeur, vous êtes venu à l'émission ici, il était une fois. Est-ce qu'il y a d'autres activités dans lesquelles vous allez vous engager tout au long de l'année, pas simplement ponctuellement dans la vente des bics? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous comptez faire là où vous êtes? Bernadette. Chacune de nos écoles, donc que ce soit à Ciney, à Borin ou à Rochefort, chacune de nos écoles s'est investie pour transmettre le message à l'école, aux élèves, aux professeurs ou aux parents d'élèves aussi. Donc ça, c'est déjà une première étape. Et puis alors, c'est vrai que les conférences, sous forme de diapos ou de PowerPoint ont été réalisées, vont encore être réalisées. Et alors, nous avons aussi élaboré un calendrier qui est vendu au profit d'Action d'Amiens, un calendrier qui est qui reprend les 2 années durant lesquelles nos élèves et nos écoles sont investis aux côtés de Action d'Amiens. Alors vous, Marion, qu'est-ce que vous avez concrètement fait depuis que vous êtes rentrée de ce voyage? Je crois qu'on était tellement fiers d'être ambassadeurs et d'être choisis par l'Action d'Amiens qu'on s'est vraiment investi. Donc on a fait quelques conférences dans l'école. Donc maintenant tous les élèves sont au courant. On essaye de mobiliser le plus de personnes possible pour la vente des marqueurs. Et je crois qu'il y a quelques élèves qui sont vraiment intéressés et qui veulent s'investir avec nous. Alors en tout cas, merci à toutes les trois de nous avoir fait découvrir la réalité de l'Action d'Amiens sur le terrain. Alors Corinne, avec quoi poursuivons-nous notre magazine? Eh bien avec un autre hôpital et un voyage dans le temps cette fois. La séquence Au cœur des pierres vous emmène à Lessines et plus exactement à l'hôpital Notre-Dame à la Rose. Un petit bijou architectural admirablement préservé et qui renferme, vous allez voir, un musée intéressant. Ce qui fait l'originalité de cet hôpital du XIIIe siècle, c'est sa parfaite conservation. L'ensemble des constructions a été gardé quasi intact, si ce n'est un réaménagement entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Il a également conservé la plus grande partie de son ameublement, de ses œuvres d'art et de ses archives, ainsi que de son matériel médical et pharmaceutique. Tout cela fait de l'hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines un témoin exceptionnel de l'évolution de l'architecture hospitalière et de l'histoire des soins de santé.
La manière d'envisager le corps, la maladie et les soins ont laissé des traces dans la structure des bâtiments, ainsi que dans les collections pharmaceutiques et médicales qui y sont conservées. Au Moyen-Âge, par exemple, la maladie était considérée comme la conséquence des péchés commis. Guérison du corps et purification de l'âme étaient donc indissociables. La chapelle et la salle des malades ont donc été construites dans le prolongement l'une de l'autre. Dans ce lieu empreint de beauté et de mystère, l'étonnement attend le visiteur en chaque pièce de l'hôpital, classé patrimoine exceptionnel de Wallonie. Et pour notre dernière séquence, nous retrouvons maintenant Thomas Gergely qui nous emmène, lui, au cœur des racines juives de notre foi chrétienne. On le sait, dans la messe, après la préface de la prière eucharistique, vient le Sanctus. Le Sanctus qui s'énonce comme ceci: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Clairement, quand on fait le parallèle, il s'agit là de la Kedusha, la sanctification, en usage dans la synagogue, dans toutes les synagogues, notamment dans la grande prière juive des 18 bénédictions, le Shemoneh Esrei. Et la Kedusha dit « Saint, Saint, Saint Adonai Sevaot », donc « Saint, Saint, Saint le Dieu de l'univers », toute la terre est remplie de sa gloire. Et à la synagogue, on ajoute dans la foulée « Que la majesté de l'Éternel soit louée en son séjour », une citation, là on l'aura reconnu sans doute, d'Ézéchiel au chapitre 3. La version chrétienne du Sanctus est cependant un peu plus complexe dans sa conception et son origine et sa construction parce que, bien entendu, on y retrouve le 3 fois Saint qui vient textuellement de Isaïe au chapitre 6, comme la Kedusha synagogale d'ailleurs, mais l'exclamation juive « Hosanna », qui signifie en hébreu d'ailleurs « Sauve, je te prie », est reprise en fait de l'Évangile selon Jean au chapitre 12 et de l'Évangile selon Marc au chapitre 11. Le Sanctus, comme la Kedusha synagogale, revêtent la même signification majeure dans leur liturgie respective, dans la mesure où les deux proclamations proclament la sainteté de Dieu, ce qui signifie en fait son essence de toute autre. Nous arrivons déjà au terme de notre émission. Merci d'être resté avec nous. Si vous souhaitez revoir ce magazine, il vous est possible de le faire en allant sur notre site www.infocato.be. Et je vous signale que le dossier central du journal Dimanche numéro 3 de l'année 2013 est entièrement consacré à l'action d'Amiens au Bangladesh. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce magazine, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et nous vous disons à très bientôt.